Bonsoir à toutes et tous. Alors bon, les informations, alors effectivement avec Daniel Goldberg, qui était président de la commission d'enquête sur le RER B, nous avons rencontré les responsables de la SNCF. Donc tant M. Barbier, donc, qui est le nouveau directeur d'exploitation de la ligne B et de la ligne K, que M. Jérôme Lefebvre, qui est le chargé de projet du RER B+. J'essaie de retrouver mes notes. C'est bon. En fait, oui, cette réunion faisait suite à l'incident du 7 novembre, en fait, qui se retrouve être ce soir. On a eu à peu près le même type d'incident avec paralysie complète du RER B. Bon, là, qui n'est pas la conséquence d'un accident matériel comme l'autre fois, puisque l'autre fois, c'était, quand on connaît le fin bout de l'histoire, c'est un parapluie qui s'est foutu dans un pantographe et qui a arraché une ligne de caténaire. Là, c'est un accident bien plus dramatique, puisque c'est la mort d'une personne qui s'est, alors a priori, suicidée juste à la sortie du quai en direction de la banlieue, donc sur la ligne, sur la voie 41. Et donc la procédure malheureusement habituelle en cas d'accident de personne, c'est que les services de police sont automatiquement contactés, puisque si a priori on pense que c'est un suicide, il se peut toujours que ce soit un acte criminel, donc il y a besoin d'une enquête. Et puis vous faites comme moi, vous regardez les experts sur TF1, ou tous les feuilletons policiers qu'il peut y avoir, et vous voyez que les policiers ont pour habitude à chaque fois de neutraliser la scène où il y a eu un décès. Donc bon, voilà, cet acte malheureux perturbe malheureusement la vie de milliers de personnes qui souhaitaient rentrer chez elles. Bon, sinon, sur un incident comme celui du 7 novembre, qui est là un incident lié à l'infrastructure, qui n'est pas lié au matériel mais à l'infrastructure, il y a un certain nombre de choses que la SNCF, pour lesquelles la SNCF va demander la mise en place au STIF. Parce que faut savoir que notre RER B, c'est dans un système qui est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il y a la SNCF qui exploite la partie nord, la RATP qui exploite la partie sud, RFF sur les voies sur la partie nord, RFF qui appartiennent les voies sur lesquelles circule le RER B, sur toute la partie exploitée par la SNCF, et tout ça c'est financé par le STIF, et donc le Conseil régional. Donc, la demande qu'a fait la SNCF sur le retour d'expérience de l'accident du 7, c'est de dire, voilà, il nous faut des arrêts intermédiaires, enfin des dispositifs de retournement pour qu'on puisse fonctionner alors, en mode dégradé, puisque pour que ça fonctionne complètement bien, il faut que tout soit parfaitement fonctionnel. Et donc, ce qu'ils nous ont présenté, en fait, c'est de prévoir un espèce de terminus ou une troisième voie qui permettrait de retourner des trains à hauteur du Bourget. Une autre possibilité au niveau de la plaine Stade de France, et puis de renforcer le nœud d'Aulnay-sous-Bois en permettant, en mettant au niveau le tiroir qui existe déjà pour permettre des retournements bien plus rapides. Ceci pour pouvoir, quand il y a un incident de ce type qui risque de bloquer complètement une branche, de ne pas paralyser complètement le système comme ça a été fait la dernière fois. Parce qu'on s'aperçoit que c'était un incident en bout de branche, en l'occurrence du côté de Mitry, en fait, qui a paralysé toute la ligne, et au-delà de la ligne, qui a paralysé les lignes TGV, etc., à cause en fait, de la descente des voyageurs. Non, mais c'est au-delà, c'est TGV, enfin toutes les lignes du nord de l'autre faisceau, pas de notre faisceau à nous qui est sur la ligne de Crépy, y compris le faisceau central. Il y a des gens qui venaient de Londres qui ont été bloqués. Donc bon, on voit bien que c'est une problématique, de toute manière récurrente. Il y a toujours eu malheureusement ce type d'incident. On sait qu'il y en aura toujours parce qu'on n'est pas sur un dispositif où il y aura zéro défaut, et il faut qu'il puisse y avoir des plans B. Il faut surtout, déjà, et ça je rebondis sur le RER B+, il faut déjà que le fonctionnement normal puisse être assuré.
puisque aujourd'hui, avec le RER tel qu'il fonctionne, le fonctionnement normal n'est pas assuré. Bon, il faut savoir que aujourd'hui, on est sur, alors si j'adopte le langage des spécialistes, on est sur 20 trains qui doivent circuler par heure au départ de Paris, ou enfin, le soir au départ de Paris sur la branche nord, et vous avez forcément la même chose au sud, et lycée de Versailles le matin. En fait, dans la réalité, à cause du fonctionnement, et voilà, puisque le RER, il faut le répartir, il faut, pour qu'on puisse passer le débit, parce que les voies ont été construites dans les années 60, et avec une signalisation qui a été mise au point, enfin le schéma bloc en fait, qui permet de faire toutes les régulations de la ligne, il a été conçu en 1965. Donc en 1965, ils étaient loin d'imaginer qu'il y aurait 20 trains qui devraient circuler sur cette zone-là, voire même qu'il y aura un RER, puisque le concept n'existait même pas. Donc, à cette époque-là, il était prévu, le bloc tel qu'il était prévu, c'était pour 3 trains fonctionnant à peu près à 100 km/h, plutôt de type freight, qui passent sans s'arrêter dans les gares, et voilà, c'était comme ça qu'a été calé le débit maximum. Et si on veut aller avec des trains qui s'arrêtent partout, c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand il y a une rupture d'interconnexion pour une grève de la RATP, ce qui est bien souvent le cas, c'est qu'on n'a que 8 trains par heure sur le tronçon central, enfin sur une voie, parce que quand les trains sont tous à l'arrêt, la signalisation ne permet pas d'aller au-delà de 8 trains sur une voie. Donc le RER B+, il a pour objectif en fait de lever ces contraintes et d'assurer le trafic dit normal, et donc de le passer à 20 trains sur une voie. Alors après, c'est vrai qu'on a un débat avec André depuis longtemps, puisque moi je suis un fervent partisan des choses simples. Pourquoi? Parce que les choses simples, ça fonctionne, hein. À l'image du métro sur Paris, voilà, le métro sur Paris, il n'y a pas d'horaire précis, parce que là, on est obligé de gérer des horaires précis, parce que le train qui vient de Mitry, enfin, ou qui va sur Mitry de la ligne K, il ne faut pas qu'il rentre dans le RER B, qui arrive, lui, de Saint-Rémy-les-Chevreuse, enfin, je ne sais pas où. Il faut que tout ça, ça s'empile bien correctement, et que ça se dépile, et puis que ça se rempile, que ça se remette dans le bon ordre. Donc voilà, c'est très difficile à mettre en place, alors que le RER, fonctionnement à B+, donc sur des voies complètement dédiées, sera le mérite de la simplicité, puisque les trains s'empileront et dépileront. Alors après, l'autre discussion que l'on a sur les voies directes, et là je suis tout à fait en accord avec toi, bon, le K n'est pas encore la ligne K n'est pas encore un RER, on le regrette. C'est vrai que ça serait une bonne chose que ça devienne un RER, c'est-à-dire avec un cadencement tous les quarts d'heure, puisque le concept du RER, c'est les mêmes trains qui se répètent tous les quarts d'heure. Et c'est vrai que là, ça c'est une excellente idée, et je milite également, j'ai milité également pour, et puis je continue de le dire quand je vais aux grandes messes du STIF, où c'est vrai qu'on est peu ou pas écouté, mais bon, on arrive toujours à dire ce qu'on a à dire, et puis globalement, voilà, il faut faire germer l'idée et la faire pousser. Hein, on a l'habitude d'y aller tous les deux aux grandes messes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais est-ce qu'on a un début de réponse sur la ligne K, sur des fréquences aux heures de pointe et sur le CDG Express? Parce que alors non, il y avait autre chose sur lequel tu n'as pas abordé le point, mais sur lequel tu sais que nous sommes complètement d'accord, c'est aussi sur la disparition de nos célèbres trains-ponces, là, et ceux de 97 qui circulent aux heures creuses, bon, voilà, si vous prenez le RER à Aulnay-sous-Bois pendant les heures creuses, vous avez un train qui passe tout de suite, enfin un train qui passe, celui qui vient de Mitry, qui va faire Aulnay, quand on va aller sur Paris, qui va faire Aulnay, le Bourget, la Plaine et Gare du Nord, et 3 minutes après, vous avez un autre train qui arrive, lui, de Roissy, et qui fait toutes les gares, qui fait Blanc-Ménil, Drancy, le Bourget, Aubervilliers, la Plaine et Paris. Et après, il y a 12 minutes où passe un train qui ne s'arrête pas, qui est vide. Qui est vide aussi. Donc voilà, c'est ces trains-là aux heures creuses qu'il faut qu'on arrive aussi à faire s'arrêter. Et à l'échange de B+, voilà, c'est aussi maintenir cette anomalie. Donc,
au-delà de ça, et au-delà des demandes qu'ont faites la SNCF, là, que je vous ai résumé, il y a aussi quelque chose, bon, je l'ai abordé tout à l'heure, avec cette espèce de cerveau avec 3 encéphales qu'il faut qu'ils fonctionnent ensemble. Hein. Vous avez la RATP pour toute la partie sud, la SNCF et RFF pour la partie nord. Donc voilà, il y a deux sphères cérébraux où on arrive à les faire fonctionner chez un homme. Les 3, je pense que ça devient plus compliqué. Donc voilà, en octobre 2013, il y a quelque chose aussi qui a été accéléré et qui est dans la commission, qui est dans le rapport de la commission d'enquête sur le RERB. Donc la première proposition de cette commission d'enquête, qui est la création d'un CUB, d'un centre de commandement unique de la ligne B. Ils appellent ça le CUB, c'est commandement unique ligne B. Donc voilà, où il y aura enfin un directeur pour toute la ligne. C'est-à-dire qu'en fait, en gestion de crise, ben voilà, il n'y aura plus qu'un seul décideur, et il n'y en aura pas un qui décide d'un côté, un autre qui doit décider de l'autre, qui doit informer l'autre, et puis l'autre qui bouge les aiguillages. Voilà, il y aura un seul pilote dans l'avion, et il n'y aura pas 3 pilotes avec 3 manches séparées. Mais voilà, enfin, il y aura toujours les 3 manches séparées, mais il n'y aura qu'un seul pilote pour commander le tout. Hein. Donc voilà, ça aussi, on peut espérer une amélioration, en tout cas pendant les crises, pour une meilleure réactivité. Chose qu'en plus de ça, le fait que ça fonctionne en voie dédiée va aussi améliorer cette réactivité, parce qu'il n'y aura plus besoin aujourd'hui, quand il se passe quelque chose sur le B, que ce soit sur la branche, si vous bloquez le tronçon central, vous vous dites ok, je peux passer sur les autres voies qui sont utilisées par les directs, sauf qu'on ne peut pas faire passer les omnibus et on va perturber forcément tous les autres trains. Et donc voilà, et à chaque fois, aujourd'hui, quand on sait comment ça marche au niveau de la SNCF, c'est quelqu'un qui regarde complètement le faisceau des voies et puis bah, il prend les choses, je ne vais pas dire comme il peut, mais il prend les choses du mieux qu'il peut pour les aspects sécuritaires qu'il rencontre. Donc là, voilà, ça permettra, comme pour le métro. Une question, nous, en septembre, le STIF nous a dit on va demander aux opérateurs d'étudier la meilleure réactivité possible pour éviter des incidents lorsque on sera dans le cas du démarrage du RERB+. Est-ce que tu as eu des échos de ces études? Parce que s'ils nous disent qu'ils font des études, ça doit être sérieux. Et bon, suite au 7 novembre, on peut penser que ces études, maintenant, elles devraient aboutir sans délai, parce que c'est les trois propositions qu'ils ont faites, là, puisque on les a rencontrés fin janvier. Donc d'avoir des dispositifs intermédiaires qui permettent de fonctionner en mode dégradé. Puisque voilà, il y a un incident sur la ligne est bloquée, il peut y avoir multiples choses. Il pourra toujours y avoir une panne matérielle, un caténaire qui tombe, les trains, même avec la meilleure volonté du monde, s'il n'y a plus de courant, ils ne fonctionneront pas. Donc voilà, ça, comme il y avait... Alors, pour l'histoire, là, au conseil du STIF de mi-février, qu'il doit y avoir, il y avait ce qu'on appelait le RERB Sud Plus. Hein, c'était la même chose pour le Sud. Donc voilà, il se sert de cette occasion-là, suite à l'accident du 7 novembre, pour rajouter des choses pour le Nord qui n'avaient pas été pris en compte initialement. C'est vrai que à l'époque, la commission s'était plutôt concentrée sur le dysfonctionnement que j'appelle habituel et le dysfonctionnement quasi normal, quoi, puisque il est intrinsèque et dans les gènes du RER initialement, puisqu'il n'avait pas été conçu pour ça et c'était un bricolage. Donc voilà, après l'autre avantage aussi sur le RERB+, je ne sais pas si vous l'avez noté, si vous l'avez vu, et à la gare de la plaine Stade de France, c'est assez visible quand on est en situation perturbée, et ça m'est arrivé mardi matin, puisque je devais prendre un train à Montparnasse que j'ai loupé, alors que j'avais pris 35 minutes de rab, et donc je suis resté un certain temps arrêté avec le train à la plaine Stade de France, et j'étais moi sur les voies, celles qui vont